Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Merci d'être à l'écoute parmi nous. Donc, aujourd'hui, on a un épisode où est-ce qu'on plonge dans différents univers, la créativité, la technologie, puis l'organisation. Donc, on va parler de la gestion dans le milieu des arts technologiques. On va explorer comment concilier liberté de création, mais aussi cadre méthodologique. Oui, merci Béatrice. Donc, comment gérer des projets où l'innovation et l'imprévu font partie du quotidien? On va avoir la chance de traiter de ces sujets avec nos deux invités aujourd'hui qui nous partagent leur expérience au cœur de ce fascinant mélange. Paul Mainville, directrice de production, et Alexandra Marin, gestionnaire du laboratoire Vivant en immersion. Donc, elles vont venir nous partager leur quotidien. Donc, bonjour mesdames. Bonjour! Salut. Donc, tout d'abord, est-ce que vous voulez nous faire une brève introduction chacune et vous présenter? Oui, je peux commencer. Donc, moi, c'est Paul. Je travaille depuis 5 ans maintenant dans une OBNL en arts et technologie. Donc, je suis directrice de production, c'est-à-dire que j'organise en fait tous nos événements maison. Donc, on fait beaucoup de projets avec des artistes qu'on accompagne. On fait aussi nos propres productions d'événements spéciaux, donc en passant par des soirées bénéfices, des événements gastronomiques, des trucs comme ça. Donc, moi, je gère vraiment les équipes techniques puis le lien avec toutes les parties prenantes. Wow, génial. Et toi, Alexandra? Oui. En fait, moi, je travaille dans le pan, on va dire, plus innovation. Donc, dans l'organisme dans lequel on travaille, il y a la production, qui est vraiment justement les événements, les opérations aussi liées à l'accompagnement des artistes notamment. Mais aussi, on a un département d'innovation. Et dans ce département d'innovation-là, on a un laboratoire de recherche et développement et on a un laboratoire vivant. Donc, un laboratoire vivant, c'est un espace de co-création où on essaie de trouver des solutions à des problématiques sociales complexes. Et donc, on veut mobiliser les technologies, notamment les technologies immersives, pour trouver des solutions. Donc, par exemple, on pourrait envisager une expérience immersive pour se mettre à la place d'une personne qui a des troubles de santé mentale et susciter l'empathie. Donc, on est dans un espace donc, de co-création où on travaille avec dans ce cas-ci, par exemple, on pourrait travailler avec des psychologues, des psychiatres, mais on pourrait travailler aussi avec des intervenants, des patients, donc des gens qui sont atteints, par exemple, de la santé, d'enjeux de santé mentale. Et nous, on essaie de trouver des solutions avec les technologies immersives. Donc, nous, je dis, moi, évidemment, mais ma collègue, par exemple, qui facilite tous les ateliers de co-création, donc selon parfois une approche plus de design thinking, et des chercheurs, développeurs, intégrateurs, donc plein de gens techniques qui peuvent prototyper des idées. Donc, on est vraiment dans le pan innovation, expérimentation. Paul est vraiment plus sur comme j'ai envie de dire, sur le plancher des vaches, puis à trouver des solutions à un événement qui est censé se passer dans 24 heures. Là. Fait qu'on a une réalité un peu différente, avec des cycles de travail un peu différents, mais voilà. Donc, on est le continuum complet, on va dire, innovation-production. C'est super intéressant. Puis, on va justement explorer tout ça pendant l'épisode d'aujourd'hui. Mais avant qu'on rentre là-dedans, on était curieuse de connaître un petit peu votre parcours. Qu'est-ce qui vous a amené vers la gestion de projet, vers aussi les milieux créatifs? Fait que, je sais pas si Paul, tu veux lancer le bal? Oui, en fait, je pense que dans la vie de tous les jours, j'ai toujours été quelqu'un qui aime ça organiser dans mon groupe d'amis, avec ma famille, organiser des voyages, organiser des activités, des petits parties thématiques, des trucs comme ça. Fait que je pense que c'était naturel un peu pour moi, la gestion de projet, sauf que je l'ai pas vu tout de suite dans la vie. Fait qu'au cégep, je suis passée par un parcours vraiment typique. J'ai fait un double deck en art, puis en sciences nat, en pensant aller en nutrition à un moment donné. Puis finalement, je me suis ramassée au HEC parce que je savais pas trop quoi faire de ma vie en administration. Puis j'ai vraiment tripé. Puis c'est là que je me suis orientée vers la gestion de projet, le management. Puis à la fin du bac, j'ai décidé d'aller faire la maîtrise en gestion de projet pour avoir comme une boîte à outils plus développée, avoir des expériences un peu plus concrètes. Puis là, avec les stages, c'est de même que je me suis ramassée où je suis en ce moment.
En plus, je pense qu'une fois, tu m'avais dit, tes parents t'avaient aussi dit, il me semble Ouais, que tu c'est fais ça, une mes bonne parents. gestionnaire de projet. Mes parents, quand je leur ai dit que j'allais en gestion de projet, étaient comme, on a toujours su. Tes parents connaissaient déjà, c'était quoi un peu la gestion de projet? C'est quoi le rôle de Ouais. gestionnaire de projet? Les deux sont passés un peu par là, sont gestionnaires d'équipe, OK. totalement dans un domaine différent, là, en TI de leur côté, mais ouais, je pense qu'ils ont vu mon côté organisé, puis lead d'équipe un peu. Là. Ah, c'est cool. Moi aussi, j'ai un parcours atypique. J'ai l'impression que c'est comme le cas de beaucoup de gestionnaires de projets de toute façon. Mais moi, j'ai étudié en communication politique, donc vraiment un bac en sciences politiques en communication. Et j'ai travaillé après en événementiel dans un festival de musique électronique, puis en communication. Et j'ai décidé d'aller en gestion de projet. Honnêtement, des fois, je me pose la question pourquoi j'ai fait ça. Parce que, tu sais, des fois, à un moment, un instant T dans ta vie, t'es comme, bon, ben, je vais faire ça. Puis tu te dis pourquoi j'ai pas fait l'autre chose que je voulais faire, tu sais. Fait que des fois, la vie, comme à ce moment-là, tu sais, je pense que j'étais en production d'événements. Fait que je me dis, ben, ça va me donner des outils. J'aimais aussi le côté technologique, comme la technologie. Donc, c'est un festival en créativité numérique, donc tout ce qui est art immersif, musique électronique. Puis je me dis, ah, ben, ça m'intéresse, j'ai envie de travailler dans ce domaine-là, mais en même temps, j'ai pas envie de faire des études mettons, pour devenir développeuse. Fait que je me suis dit, ben, la gestion de projet, c'est quelque chose qui semble intéressant aussi à explorer donc dans ce domaine-là, mais aussi en me disant que je pourrais faire n'importe quoi là, avec ça. Puis aussi, je me suis dit, ça va me donner des outils si un jour j'ai envie de me partir à mon compte, d'avoir un projet puis vraiment de gérer ma business. Je trouvais que c'était comme assez polyvalent. Donc, j'ai décidé d'aller faire la maîtrise en gestion de projet comme Paul. Puis, zéro regret. Ça, c'est vraiment une boîte à outils. C'est vraiment, tu sais, comme t'apprends tellement sur des choses. Tu sais, je veux dire, c'est tellement concret. C'est ça qui est génial avec cette formation-là. C'est que tu arrives après sur le marché du travail et tu te dis comme, OK, j'ai vraiment une valeur ajoutée. J'amène quelque chose de nouveau. Puis justement, nous, dans notre domaine, on a vraiment... c'est le secteur culturel, c'est un secteur qui se professionnalise, mais généralement, les gens qui avaient des profils comme Paul et moi, ben, des maîtrises en gestion de projet n'allaient pas dans ce genre d'organisation-là. Fait on est arrivés, je pense que les deux, on a quand même pu mettre des choses en place, puis c'était hyper stimulant. Fait que c'est un peu ça ouais. J'ai travaillé après aussi en tech, après ma maîtrise, puis là, je me suis ramassée à la SAT. Donc, j'étais plus du côté de Radio-Canada, fait donc diffuseur public. Fait toujours un peu en culture. Mais bref, pour revenir à ce que je disais, c'est vraiment... ça a été vraiment très... comment dire? Très inspirant d'arriver dans un espace, puis ça peut faire peut-être le pont sur c'est quoi travailler dans ce milieu-là, mais il y a comme... tout est à faire, tout est à construire. Tu n'arrives pas dans un bureau de projet, puis comme on va appliquer des processus, puis je vais remplir des gabarits de X, Y, Z. Là. On a vraiment pu, j'ai l'impression, imaginer la gestion de projet dans ce milieu-là, puis l'adapter, finalement. Exact, c'est ça, tester des trucs. Ouais. Fait que je pense que c'était vraiment le meilleur des deux mondes entre avoir des études qui te permettent d'avoir cette structure-là, puis d'être compétente dans ton domaine, mais d'arriver dans un milieu où tout est à faire. Fait que, ouais. Ouais, puis Alexandra et moi, on était vraiment les deux premières chargées de projet à rentrer à la SAT. Là. Ça existait comme pas, en fait, quand moi je suis rentrée pendant mon stage final de la maîtrise. Fait que c'est ça qui est le fun, c'est que tu as vraiment un terrain de jeu. Puis là, c'était dans le cadre du stage final. Fait que là, c'est vraiment le moment de tester les outils que tu as travaillé tout au cours de la maîtrise. Fait que, on a testé plein d'affaires, on a mis des choses en place, on a éduqué un peu sur la gestion de projet aussi parce que ben, c'est ça, dans le domaine plus culturel, événementiel, c'est comme... Ça se nomme pas vraiment comme ça. Tu n'as pas un poste de chargé de projet nécessairement quand tu arrives en entreprise. Là, je pense que ça se fait de plus en plus depuis les dernières années, mais au début, quand je cherchais mes stages, il n'y en avait pas vraiment comme de titre de chargé de projet en événementiel. Fait que ça avait d'autres titres. Puis justement, là, quand je suis rentrée, comme tout le monde a vu la valeur ajoutée d'avoir comme une meilleure structure, avoir des outils. Puis là, tranquillement, peu vite, les départements ont commencé à chercher aussi d'autres chargés de projet. Puis c'est comme ça qu'Alexandra est rentrée. Puis là, maintenant, on est quand même il y a beaucoup de personnes, là, en fait, en chargé de projet. Là. Fait que c'est le fun de voir que ça a évolué dans l'entreprise. Là. Vraiment. Avez-vous recruté des personnes de la GP ou est-ce que le mot s'est passé dans la maîtrise en gestion de projet? Il y a eu une autre personne de la maîtrise qui est rentrée quelques mois, mais qui est repartie finalement sur d'autres mandats. Mais sinon,
Non, je pense pas que depuis qu'on est là, il y a eu d'autres mondes de la maîtrise, mais il y a plusieurs personnes qui commencent à faire des DSS ou des certificats en gestion de projet, entre autres au HEC, là, en ce moment. Là. OK. Moi, je me demandais comment vous en avez parlé un peu dans votre parcours, mais de se diriger vers un milieu qui était créatif, est-ce que ça a toujours été, là, de ce que je comprends dans votre parcours, c'était assez naturel d'aller vers ce milieu-là, mais est-ce que c'est toujours resté dans votre tête quand vous avez fait la maîtrise en gestion de projet ou est-ce que ça s'est un peu plus clarifié au fil de vos expériences? Comment ça s'est comme un peu plus, pas focusé, mais clarifié? Ouais, moi, c'était clair depuis le début que je voulais aller vraiment en événementiel. C'est ça qui m'intéressait, tu sais, d'être sur le terrain, d'être dans des trucs comme qui a vraiment un côté créatif, tu sais, du concret aussi. Fait que j'ai fait un de mes stages chez Desjardins en TI, puis tu sais, ça se passait bien et tout, mais j'avais besoin de projets vraiment plus concrets, tu sais, que je peux vraiment voir le résultat, vivre le résultat. Fait que, ouais, c'était comme un peu su d'avance que c'est vers ça que j'allais m'enligner, là. Ouais, moi, je sais pas. J'avoue que justement, faire la maîtrise, ça m'a. J'ai pu identifier ce que je voulais pas faire, définitivement. Tu travailles dans des grosses structures, dans le secteur bancaire ou, tu sais, peu importe, c'était vraiment pas pour moi. Puis j'avoue qu'au sortir de la maîtrise, c'était aussi la COVID, là. Fait que c'était un drôle de moment, mais j'étais comme, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas envie de travailler, justement. Tu sais, je travaille dans un au diffuseur public, c'est une grosse structure, justement, mais tu sais, je me disais, moi, il y a comme, la mission m'interpellait, tu sais, c'est la culture, c'est l'information. Mais même là, je me disais, ça file pas comme correct, ça file pas comme ce que je veux faire, c'est trop gros. C'est pas à échelle, pas que c'est pas à échelle humaine, mais tu sais, je me sentais un peu perdu dans une structure aussi grosse. Puis, comment dire, l'impact que tu peux avoir, des fois, ça fait moins ressentir, j'ai l'impression. Puis après, tu sais, il y a des gens qui sont super bien dans ces contextes-là, puis qui évoluent, puis qui ont fait tous une différence, peu importe où est-ce qu'on est, là, évidemment. Mais moi, je ne sentais pas que je pouvais vraiment me développer de la manière que je voulais. Puis finalement, ben, j'ai vu, tu sais, comme Paul mentionnait, il y a un poste qui a été ouvert. Puis je pense que les gens qui ont mis le poste ne savaient pas trop c'était quoi la gestion de projet non plus. C'est ce qui est intéressant. C'est comme, on sait qu'on a besoin de ça, mais on ne sait pas vraiment ce que ça peut nous amener, la gestion de projet. Quand tu l'as pas... Tu sais, quand tu travailles avec des chargés de projet qui... Ça, c'est quelque chose qui est peut-être intéressant aussi, là, comme pour rebondir un peu sur ce que Paul disait. Il y a beaucoup de gens qui ont des titres de chargé de projet, mais qui ne font pas vraiment de la gestion de projet. Puis surtout dans ce milieu-là, je pense qu'il y a comme, justement, il y a des cours d'eau, il y a des producteurs, il y a des... Des gens qui viennent comme du milieu, puis que de fil en aiguille, ils sont devenus... Ben, j'imagine qu'ils étaient bons dans l'organisation, fait qu'ils sont devenus comme un peu en charge, mais qui n'ont aucun comme background de gestion de projet. Là, ouais. Ouais. C'est un thème dont on a déjà discuté aussi là, avec Charlotte, mais c'est intéressant. Ben, c'est ça, c'est finalement, c'est un peu un titre fourre-tout, puis dès que tu es un peu organisé, c'est comme... c'est bon, tu es chargé de projet. Mais bon, évidemment, nous, on sait tout parce qu'on a étudié là-dedans. C'est pas vraiment pas juste ça. Mais donc, quand je suis arrivée, c'est ça. Je pense qu'ils savaient pas vraiment ce que ça pouvait amener. Puis c'était quoi la gestion de projet. Fait que ça a été comme aussi, comme je le mentionnais tantôt, vraiment un espace où j'ai pu créer plein d'affaires. Puis c'est ce que j'ai apprécié dans ce cadre-là, c'est de pouvoir vraiment proposer des choses. Puis essayons-le. Puis il y a vraiment, je pense, dans l'organisation dans laquelle on travaille, cette culture-là de comme un peu de l'intrapreneurship. Fait que tu peux vraiment mettre des choses en place. Les gens sont ouverts à, vas-y, fais-le, si ça fonctionne, ben tant mieux, tu sais. Il y a des pour et des contre, là, des fois, ça peut devenir beaucoup. Mais je pense que, ouais, fait que pour revenir à si je savais si je voulais faire ça ou non, ben je savais que je voulais travailler dans ce milieu-là, mais je me voyais pas, moi, comme avec ce background-là, cette maîtrise-là en gestion de projet, travailler dans un organisme parce qu'il n'y avait pas, justement, des gens qui faisaient ça. Fait que finalement, la réponse a été de me lancer, puis de le faire, puis de finalement créer mon poste, puis faire valoir la gestion de projet. Et de là, pour les mois, on a vraiment évolué, puis on n'est plus les deux chargés de projet, mais ça reste quand même une structure, des outils, une base qui va nous servir peu importe ce qu'on fait. Oui, je trouve ça vraiment intéressant quand tu as parlé justement là, de la valeur ajoutée que maintenant vous la voyez, puis qu'il y avait des postes de chargé de projet, mais que le poste a évolué au fil du temps avec ce que vous avez apporté. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de justement, est-ce que
du delta entre quand vous êtes arrivé versus maintenant, ce que vous avez apporté dans l'organisation? Ouais, ben moi, en fait, le premier projet sur quoi j'ai travaillé, ben c'est ça. Je suis arrivée, c'était la fin de la pandémie, fait que événements à distance, etc. Fait que quand je suis rentrée, je travaillais sur un département de réalité virtuelle qui était aussi accessible via un ordinateur. Puis on organisait un événement en ligne. Puis la première chose qui m'a frappée, c'est que le projet était déjà commencé, on livrait dans quelques semaines seulement. Fait que moi, je reprenais un peu la balle au bon pour comme enligner les trucs, m'assurer que tout allait être prêt à temps. Je travaillais avec des développeurs, avec les communications, avec des artistes qui allaient présenter dans des panels virtuels. Puis, la personne en charge, en fait, avait même pas d'échéancier ou, tu sais, comme la base n'existait pas. Fait que, tu sais, de voir à quel point un organisme comme ça, qui existe depuis beaucoup d'années, était autant désorganisé en interne, mais réussissait quand même à livrer des projets puis des événements. C'était quand même frappant. Fait qu'on partait de loin. Fait que c'est sûr que quand je suis arrivée, tu sais, c'est vraiment comme, OK, ben on va partir de la base. T'sais, on va pas amener des outils compliqués, on va amener comme un petit échéancier de base, un RACI, par exemple, pour clarifier qui fait quoi, parce que ça non plus, c'était pas très clair. Fait que, c'est ça. On le voit qu'avec notre background en gestion de projet, tu sais, même dans une entreprise qui existe depuis super longtemps, des fois, c'est un peu comme chacun pour soi, chacun gère le projet comme il a le goût de le gérer. Puis dans chaque département, c'est différent, puis ça se gère de manière différente d'un projet à l'autre. Fait qu'il n'y a pas de structure ou de standardisation en interne. Puis en fait, avec Alexandra, c'est un peu ça qu'on a essayé de faire, là, c'est d'amener des outils, amener des gabarits, mettre en place comme des méthodologies qui nous permettent d'être plus efficaces dans notre gestion de projet parce que, tu sais, au final, il arrivait à les livrer, ces projets-là. Fait que c'est pas que ça marche pas quand on n'a pas de gestion de projet, mais c'est plus comment qu'on peut le faire de manière plus efficiente. Ça doit Puis- faciliter aussi tellement là, de savoir où est-ce qu'on s'en va, quand est-ce que ça va être livré, puis qui fait quoi. Là. Ça doit éviter un petit peu de Ben brouillard vraiment. autour. Puis là. là, c'est ça. Ouais. C'est pour ça que les départements ont commencé à engager plus de chargés de projet parce qu'ils ont vu, en fait, cette valeur ajoutée-là. C'est comme, on économise des coûts parce que tout va plus vite, plus c'est structuré, on fait moins d'erreurs, il y a moins de doublons dans les tâches, des trucs comme ça. Il y a moins de Fait que- conflits. Ouais, moins de Tu sais, je conflits, pense que- totalement. Mais Premier post-mortem que j'ai animé, Ouais. on m'a dit « Ah, c'est la première fois que le monde ne s'écrit pas après. » J'étais comme « Ben voyons donc. » C'est comme, comment qu'on en arrive là, tu sais. Ouais, vraiment. Puis, en fait, des fois, tu te frappes un peu de résistance, quand même si ben, c'est pour le bien du projet puis c'est pour le bien de tout le monde, finalement. Mais des fois, il y a des gens qui aiment pas se faire organiser. Tu sais, je pense que ça, c'est dans toutes les Ouais. structures, Ça, je me là. Je pense pas demandais, que c'est ouais. si... c'est comme propre à un milieu. C'est juste les individus, des fois, ils veulent pas. Mais, ouais, je pense qu'il y a quand même eu un peu de résistance malgré ça, parce que nécessairement changer les choses, ça... Ça amène une certaine résistance. Il y a tout le temps Ouais. un petit 10% minimum qui peut résister au changement. Puis des Ouais. fois, ça peut nous rendre la tâche beaucoup plus difficile, même si c'est juste une petite proportion. Là. Exact. Puis aussi, je pense qu'il y avait... Parce que moi, j'étais quand même très sensible à ça. Cette... si ça reste qu'on... C'est un bac... On a des études en gestion, puis c'est un langage, une façon d'être, façon de faire, que justement dans le secteur culturel ou même, moi, plus côté recherche, innovation, il y a certaines personnes qui étaient, comment dire, très critiques par rapport à ça. Puis, tu sais, justement, le fait que ça se professionnalise, notre secteur, ça vient aussi avec ben, plus de rapidité, plus de productivité, puis on rentre dans une logique, justement, qu'on essaye de repousser, puis de façon, c'est légitime. Fait que c'est comme un peu dur de trouver des fois le juste milieu entre, je parle pour moi, là, du moins avec les chercheurs, comme un juste milieu entre structure, mais aussi espace pour faire ces trucs. Puis aussi, je pense que moi, dans mon département, il y a beaucoup de gens qui travaillent toutes seules. Fait que ça a été difficile aussi de faire travailler les gens ensemble. Mais en même temps, les projets étaient 2 fois plus intéressants, puis beaucoup plus, tu sais, la portée était beaucoup plus grande, puis on pouvait bien travailler avec des partenaires externes. Parce que tout ça aussi, nous, on travaille beaucoup avec des gens de l'extérieur. Et quand t'es pas organisé, ben les gens, après, ils sont pas contents. Les partenaires ne se passent pas bien parce qu'il y a des malentendus, il y a tellement de choses qui peuvent se passer, même quand c'est organisé. Fait que quand c'est désorganisé, ben là, ça peut créer du chaos. Fait que il y avait ça aussi à gérer, je pense, comme la relation avec les parties prenantes externes, puis
la réputation de l'organisation, de l'organisme. Donc, il y a eu quand même une résistance. Mais Oui, ben même moi, du côté avec les équipes techniques, tu sais, qui n'avaient jamais eu de chargé de projet avec eux, tu sais, c'est comme, qu'est-ce que tu viens faire ici? On a toujours réussi à livrer nos projets sans chargé de projet. Tu arrives avec un vocabulaire, avec des outils que eux, ça leur parle zéro. Tu sais, c'est du monde très terrain, très dans l'action, là. Fait que, tu sais, des fois, ça se voit un peu comme, ben, de la documentation, ça l'ajoute du temps, on n'a pas le temps de faire ça, on est dans le rush, c'est ça. Ouais. Fait que c'est un peu de comment tu vas amener ces outils-là en leur montrant la valeur ajoutée que ça a pour eux, puis comment tu parles de ces outils-là sans utiliser des termes de gestion de projet, tu sais, pour essayer que ce soit plus comme dans leur langage à eux, puis que ça résonne un peu avec leur day-to-day. Fait que moi, je pense que ça a été ça mon gros défi aujourd'hui. Pas aujourd'hui, pardon, mais au début, là, quand je suis arrivée. Fait que, mais tu sais, au final, c'est ça. Une fois qu'ils voient la valeur ajoutée, puis qu'ils voient que ça l'aide, ça passe bien. Mais c'est ça. C'est tout dans la communication, puis dans comment tu l'amènes. Puis la gestion de changement, c'est toujours tricky. Ben oui. Non, tout à fait. Ben c'est ça, je me demandais, là, vous y avez répondu un peu, mais je me demandais c'était quoi justement les stratégies que vous avez appliquées pour justement y réussir. Puis c'est quoi les forces que vous pensez que vous avez en vous, autant peut-être skills, soft skills, que aussi peut-être vos compétences qui vous a permis d'avoir du leadership puis d'amener cette structure-là dans l'organisation? Bonne question. Je pense que de mon côté, ben, je suis quand même quelqu'un de curieuse. Fait que, tu sais, de m'intéresser aussi à ça ressemble à quoi, qu'est-ce qu'ils font sur le terrain, ou si on travaille avec plusieurs serveurs, avec du langage technique que je connaissais pas nécessairement quand je suis rentrée. Fait que, tu sais, d'aller passer du temps sur le terrain avec les équipes, qui me montrent concrètement ça ressemble à quoi, qui m'expliquent en me nommant les termes, puis qui me pointent du doigt comme, tu sais, telle affaire, ça s'appelle ça. Fait que de m'intéresser un peu à leur day-to-day pour comme développer un lien, puis après ça, c'est comme plus facile d'amener des outils ou amener la conversation vers comme hey, mais tu sais, j'ai remarqué que sur le terrain, toi, tu as souvent tel enjeu, ben est-ce que tu as pensé à peut-être tel outil qui pourrait t'aider ou comme on pourrait essayer d'organiser ça ou on pourrait essayer d'amener telle personne sur le terrain avec toi pour t'aider dans tel type de tâche. Fait que tu sais, je pense que les relations humaines, c'est quelque chose que je fais bien de manière générale, là. Fait que je pense que j'ai quand même... je suis quelqu'un qui s'intéresse aux gens, qui a une communication quand même assez facile, qui est facile d'approche aussi. Fait que je pense que ça m'a vraiment aidé de manière générale quand je suis arrivée. Mais après ça, c'est vraiment... j'ai l'impression qu'avec la maîtrise, on a comme une habilité à voir two steps ahead. Puis ça, en événementiel, ça l'aide vraiment beaucoup aussi de faire de la gestion de risque sans nécessairement comme sur papier, mais comme dans notre tête aussi en tant que chargé de projet, comme d'anticiper un peu ces risques-là, puis d'essayer d'aller creuser plus loin avant qu'on arrive là, sans nécessairement mentionner à l'équipe, OK, aujourd'hui, on va faire de la gestion de risque, on va essayer de trouver c'est quoi les risques, c'est plus de le faire de manière naturelle. Fait que je pense que ça, le fait d'en avoir travaillé beaucoup avant d'arriver sur le milieu du travail, ben ça m'a vraiment... Ça a été un point positif. Oui. Ouais, définitivement, comme il y a une différence entre un ou une chargée de projet, gestionnaire de projet, peu importe, là, qui s'intéresse au projet. Puis je pensais même pas que ça se pouvait, mais il y en a qui s'intéressent pas au projet puis qui font juste le travail. Puis pour eux, le travail, c'est le travail. Puis c'est comme animer des meetings puis faire justement des gabarits. Puis je pense qu'il y a des gens qui sont plus comme ça, puis ça se sent dans les équipes parce que les équipes, justement, techniques, se sentent pas... Tu sais, ils se disent justement, ben à quoi tu sers? Pourquoi tu es là, tu sais, finalement, si tu n'es pas capable de comprendre un peu plus qu'est-ce qu'on fait ou, tu sais, challenger, même si tu ne connais pas techniquement. En fait, moi, j'aime dire que je comprends ce qu'ils font, mais je peux pas dire comment ils le font. Puis je pense que c'est ça qui est nécessaire, c'est le niveau d'information que tu as besoin d'avoir, c'est comprendre qu'est-ce qui se passe, c'est quoi la dépendance entre telle et telle tâche ou c'est quoi, où est-ce que ça va t'amener ou qu'est-ce que ça représente dans le projet, tu sais, que c'est quoi par exemple, on va te parler en termes de fonctionnalité, cette fonctionnalité-là va amener ça, va faire ça, puis ça, c'est les enjeux liés au développement de cette fonctionnalité-là, par exemple.
C'est de juste comprendre ça, puis de t'intéresser, puis d'aller voir tes équipes, puis de leur demander, justement, comme Paul disait, c'est quoi ça, à quoi ça sert, j'essaie de comprendre, poser des questions, puis faire évoluer. Tu sais, finalement, souvent, ces gens-là, puis c'est vraiment un grand classique, là, ils font quelque chose, puis ils pensent que, vu que c'est les experts de la tâche, de la chose qu'ils doivent faire, ben il y a pas vraiment, ils ont pensé à tout. Mais tu sais, finalement, quand tu es le chargé de projet qui arrive, puis qui pose des questions, puis que ça leur fait réfléchir, puis ils réalisent qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas vues, ben, tu gagnes en crédibilité parce que tu amènes une autre perspective sur les choses, puis là, ils voient justement l'impact que ça peut avoir d'avoir un ou une chargée de projet qui est vraiment impliquée. Mais il y en a qui ne le sont pas, puis qui pensent que genre un projet, ça se fait de chez soi, dans son salon, puis comme, non, il faut que tu sois sur le terrain, il faut que tu sois avec tes équipes. Vraiment, surtout dans je pense, l'organisation dans laquelle on est, les gens ils viennent au travail beaucoup. Fait que c'est vraiment... Ça fait une différence quand les gens sont présents. Fait que beaucoup de liens, justement, qui se créent entre les gens. Puis ça crée aussi une confiance. Fait que beaucoup de... Tu sais, être un leader, c'est d'être présent aussi pour ses équipes. C'est d'être à l'écoute. C'est pas juste d'amener les gens vers... Tu sais, il faut que tu développes un lien avec les gens. Puis j'y crois. Tu sais, je pense pas que ça se peut d'être un bon chargé de projet puis de pas avoir ces capacités-là ou ces compétences-là, ces soft skills-là. Les soft skills, soft, c'est comme... Non, c'est ça, en fait, le travail. C'est de vraiment créer des liens avec les gens, gagner leur confiance, puis les amener parce qu'ils t'ont donné. C'est comme cet assentiment-là de dire, OK, ben ouais, Alex, je fais confiance, puis je sais qu'elle elle a mon bac, puis elle va être, c'est ça, elle va m'amener, elle va me trouver des solutions, en fait. C'est souvent ça, en fait, tu trouves des solutions. Fait qu'ils viennent, t'es un peu la psychologue ou la maman, là. C'est comme ça, malheureusement, mais c'est, là, ça marche pas. OK, on va prendre un moment, on va s'asseoir, on va en parler, puis on va trouver une solution, t'inquiète. Puis c'est ça, en fait, être gestionnaire de projet. Ou l'idée d'une équipe, là. Vraiment. Beaucoup de résolution de problèmes, là. C'est quand même une grande partie de la tâche. Mais justement, pendant qu'on parle de différentes personnes avec qui vous travaillez, puis de gestion de changement, puis du cadre, si on peut dire, de la gestion de projet, comment est-ce que vous gérez l'aspect créatif ou l'aspect recherche, innovation avec ce cadre-là? J'imagine que ça doit être dur des fois de trouver le juste milieu pour laisser les gens avoir l'espace pour leur créativité tout en essayant d'atteindre des échéanciers ou des choses comme ça. Oui, mais en même temps, des projets créatifs, ça reste des projets aussi. Fait que, tu sais, je pense que dans notre cas, c'est beaucoup d'impliquer les équipes dès la conception du projet. Puis autant les équipes créatives que les équipes techniques ou plus de développement là, du côté d'Alex, par exemple, parce qu'au final, c'est eux qui vont le faire. Puis c'est eux qui vont concrétiser les idées de départ. Là. Fait qu'on fait, du côté d'Alex, je pense que vous faites du design thinking. Fait que déjà là, tu pars en processus créatif. De mon côté, avec les événements qu'on fait plus maison, il y a tout le temps un artiste, une artiste qui est impliquée dès le départ, puis avec laquelle ou lequel on veut vraiment comme travailler puis développer les idées. Puis aussi, ce qui est le fun, en fait, dans nos équipes, c'est qu'on travaille avec des personnes très techniques, mais qui, en dehors de la job, sont aussi des créatifs, qui ont toujours plein de bonnes idées. Fait que je pense qu'en amenant ces personnes-là, dès le début, quand on fait des kick-off projets, on assoit vraiment tout le monde autour de la table, puis on laisse un espace pour que tout le monde donne ses idées aussi le plus souvent possible. Puis ça fait, en fait, évoluer les projets, puis ça nous permet d'être créatifs tout au long. Là. Fait que, par exemple, quand on fait des événements... là, on essaie d'impliquer les équipes techniques dans la DA de l'espace. Là. Fait que comment qu'on peut faire une scénographie dans nos salles de spectacle, puis que ce soit vraiment... Tu sais, ça va être nos équipes techniques, au final, qui vont monter les éclairages, monter les décors, ces trucs-là, mais comment qu'on fait, en fait, pour les impliquer dans la conception de ce concept scénographique-là. Fait que maintenant, c'est vraiment... on s'assoit avec le ou la directrice de projet. On a une discussion dès le départ sur c'est quoi la vision d'ensemble. Puis après ça, c'est les équipes techniques qui partent puis qui nous reviennent avec des mood boards ou des idées de scénographie. Puis je pense que ça l'aide aussi à motiver ce personnel-là qui est très dans l'action puis les opérations, mais ça les aide à se sentir comme impliqués dans le processus créatif aussi. Puis je pense que c'est ça qui est le fun dans notre OBNL, c'est vraiment que tout le monde a la chance, plus ou moins, de participer au processus créatif. Oui, vraiment, j'aurais pas mieux dit. Mais ouais, je pense que c'est la question portée aussi sur comment on peut
gérer comme la créativité, comment on peut encadrer peut-être la créativité. Puis c'est vrai que ça peut être encore une fois un défi, tu sais, comme on le disait, la résistance, elle est là. Quand tu es un artiste ou un créatif, nous, on dit qu'on est des techno-créatifs. Donc, on utilise des technologies créatives pour des usages créatifs, mais on est du côté technique de la chose. Des fois, les gens, c'est ça, ils voient ça un peu comme une contrainte, surtout quand ils n'ont jamais vraiment travaillé de façon de manière organisée. Fait que c'est vraiment la peur de l'inconnu, puis se dire, ben moi, j'étais un créatif toute ma vie, puis j'ai fait comme ça, fait que c'est comme ça que ça fonctionne, tu sais. Mais au final, c'est pas... je pense que du moment que, comme Paul le mentionnait, tu les impliques, puis c'est comme... En fait, c'est plus, j'ai envie de dire, on passe des fois du projet, puis ça sonne bizarre à dire parce que comme tu es dans une organisation, puis tu es censé faire des projets à plusieurs, mais c'est comme si les gens, des fois, ils travaillaient de façon très individuelle. Comme tout le monde faisait ses affaires, puis somehow, ça fonctionnait. Mais au final, justement, travailler en projet, c'est travailler en équipe. Puis je pense qu'il y a justement ces espaces-là qui sont créés pour réfléchir, puis évoluer aussi personnellement, créativement ensemble. Donc, le fait d'avoir comme cet espace-là qui est structuré, parfois permet aux gens d'être plus créatifs, puis de se sentir plus pris en charge, puis moins comme dans la spirale de ah, je fais ça, ça marche pas. Puis, tu sais, fait que des fois, ça peut être même rassurant, je veux dire. Mais définitivement, je pense qu'on est plus créatif maintenant qu'on est mieux organisé parce qu'on fait justement, on met en place des approches plus de design thinking, on fait de la co-création, tout le monde est impliqué. Puis les gens sont. C'est ça, ils ont leur mot à dire. T'sais, avant, quand c'était un peu chacun pour soi, j'ai l'impression que aussi c'était la créativité. Le rôle de créatif était comme. Il y a quelques personnes qui avaient un peu ce rôle-là, puis on le questionnait pas non plus. T'sais. Alors que finalement, en équipe, on est bien plus créatif. En équipe, il y a des meilleures idées, puis tout le monde a quelque chose à dire. T'sais. Puis tout le monde qui travaille dans l'organisme dans lequel on travaille est vraiment motivé à travailler là, parce que ça représente, c'est un organisme qui est là dans le paysage depuis 30 ans, qui a innové, qui est un lieu de diffusion qui est connu à travers le monde, même, fait que les gens sont motivés à vouloir faire des choses. Fait que, finalement, je pense que c'est même mieux réparti. On est plus comme en équipe, on crée ensemble, puis on innove ou on essaie de nouvelles affaires. Puis c'est moins, justement, l'espèce de structure pyramidale où il y a au top de la pyramide la personne qui a l'idée, le génie, tu sais. Le génie d'une personne, ben c'est jamais le génie d'une personne seulement. C'est vraiment la contribution de chacune qui fait que les projets vont plus loin, sont plus créatifs. Fait. Mais c'est sûr que nous, on le dit de notre posture de chargé de projet, nous, on voit les bénéfices, le potentiel de faire ce travail-là ensemble, mais peut-être des fois, c'est plus challengeant. Hein. Mais de le faire ensemble, mais avec une structure aussi, là, parce que on a eu un projet créatif. On a eu, dans le fond, il y a quelques années, une petite restructuration à la SAT. Puis le projet, comme test un peu de cette restructuration-là, c'était un peu de mettre les équipes puis de ensemble développer un projet artistique qui allait être dans les murs de la SAT. Puis en fait, il n'y avait pas vraiment de structure pour la partie idéation de ces trucs-là. Puis finalement, l'idéation a duré des mois. Ça changeait à chaque fois qu'on se voyait. On le voyait que le fait qu'il n'y ait pas de structure, les idées partaient vraiment dans tous les sens. Puis au final, même si toutes les idées étaient super bonnes, il n'y a comme rien de concret qui se passait. Ouais. Ce projet-là a finalement réussi à être livré quand il a commencé à avoir une structure claire, à avoir des rôles précis, à avoir comme un temps délimité pour la partie conception, puis un temps vraiment où t'es comme là, on n'a pas le choix d'avancer, fait qu'on met les mains dedans, on teste des affaires, puis let's go. Fait que, tu sais, comme ça nous sert un peu de leçons apprises, ce projet-là, parce que c'était un peu le chaos. En fait, c'était très le chaos, mais maintenant, comme ça a fini par fonctionner, puis on est super contents, puis ça nous a permis de comme mieux se structurer pour les prochains projets qui avaient de l'idéation à faire, justement. C'est vraiment intéressant. Ouais, justement, je me demandais, dans tout ce que vous avez dit, est-ce que vous diriez qu'avant, justement, les gens associaient le terme créatif à pas nécessairement avoir de structure, puis à être libre, puis à pas devoir suivre un cadre défini, mais que là, vous avez réussi un peu à les mettre un peu, pas synonymes, mais à dire que le mot créatif ne veut pas nécessairement dire entrer dans un cadre. Comment vous le définissez? Ben, c'est drôle parce que, tu sais, tout le monde, finalement, travaille dans un cadre. Tu sais, des fois, c'est juste que c'est un nouveau cadre. Par exemple, un artiste qui bénéficie des subventions,
a un cadre parce que la subvention amène un cadre. On travaille beaucoup, nous, avec des subventions. Donc, malheureusement, c'est pas de la bonne gestion de projet, mais souvent, c'est là que le projet se développe dans l'écriture de cette demande de sub-là parce que nécessairement, c'est des programmes, puis il faut se conformer aux exigences, aux demandes, puis des fois, ton projet, puis t'es comme, je pourrais le faire fitter là-dedans, mais c'est pas tout à fait ça. Fait que là, tu sais... Fait que bref, on fait souvent la planif de projet. On fait une première planif de projet quand on fait une demande de sub. Si on a la sub, on refait une planif de projet. Mais souvent, les artistes, ils travaillent avec des subs. Fait qu'ils ont écrit quelque chose, puis il y a un plan, tu sais. Fait que des fois, je me dis, c'est niaiseux parce que finalement, comme il y a toujours une forme de planification. Là, c'est juste qu'elle est plus structurée, puis c'est une méthodologie, puis c'est une approche, tu sais. Mais au final, tu es quand même à la fin de ton projet, tu es obligé de rendre des comptes. Puis une reddition de comptes, c'est pas mal comme la documentation de projet. Fait que c'est juste, des fois, de leur faire, pour comme revenir sur ce qu'on disait là tantôt, revenir à comme c'est quoi leur langage, c'est comment, tu sais, puis juste tout le temps t'adapter, dire, tu sais, finalement, ça, tu le fais déjà, mais là, je te propose juste de le faire de cette manière-là. Puis je vais t'aider en plus. Mais, ouais, il y a clairement comme cette peur-là de tomber dans la norme, puis de, justement, que ça devienne un frein, mais c'est juste, c'est tout simplement pas vrai. Puis, tu sais, à un moment donné, faut juste être réaliste. On vit dans le monde dans lequel on vit. Là. Comme des fois, tu leur dis, OK, on va arrêter de s'organiser comme ça, mais on n'aura plus de financement. Fait que, qu'est-ce que tu continues à faire des projets puis mettre un peu d'eau dans ton vin ou, tu sais, dire, bon, on va faire ça comme ça ou tout simplement plus faire de projets. Puis même les bailleurs de fonds maintenant, même au-delà, même les fondations, tout ça, ils ont des exigences puis des attentes, puis c'est eux qui ont l'argent. Fait que, à moins que tu sois un artiste indépendant, autofinancé, ce qui est comme très rare, ben, tu es obligé de te conformer à quelque chose à un moment donné pour faire avancer. Fait que, moi, je crois beaucoup à faire la révolution from within, là, puis essayer de, tu sais, pas toujours être en... Ça dépend des cas, là, mais pas toujours être en opposition, puis juste essayer de voir comment on peut faire valoir certains trucs ou faire changer les choses tout en mobilisant peut-être un jargon ou des pratiques qui sont comment dire, aux yeux, mettons, des bailleurs de fonds, vus comme, tu sais, justement, la bonne organisation, etc., de se dire, on va jouer la game, puis on va faire ce qu'ils nous demandent de faire, puis en interne, on verra comment on peut l'adapter, puis rendre ça un peu plus créatif ou, tu sais. Mais je pense que, c'est vraiment, à force de parler, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est vraiment ce que nous, on fait, c'est essayer d'adapter, puis de toujours trouver une façon créative de gérer les projets pour que ça ait du sens pour les équipes puis que ça ait du sens pour ce qu'on essaie de faire, tu sais. Oui, puis de mon côté, tu sais, c'est beaucoup des événements qu'on fait. Fait que je veux dire, la date de fin est définie, fait que, tu sais, à un moment donné, dans ta création, t'as pas le choix d'avancer puis de laisser tomber des idées aussi parce que t'as pas le choix de livrer pour une certaine date, là, tu sais, c'est comme, on peut pas la bouger, la date de l'événement, donc... fake it till you make it, là, c'est un peu ça, the show must go on, puis... des fois, ça fait en sorte qu'on a des périodes vraiment rushantes avant les événements parce que là, toutes les idées qu'on avait en place, ça se passe pas comme on voulait. Puis là, la fin, c'est comme, ben là, on n'a pas le choix de travailler plus pour être sûr de livrer à temps. Mais au final, ça finit toujours par fonctionner. Puis les idées créatives sont quand même réalisées d'une certaine façon. Fait que, je pense que c'est plus, c'est ça, d'amener les créatifs, d'amener les artistes à comme... s'organiser à travers le temps. Puis nous, en fait, on est là pour faciliter ça, poser des questions qui les amènent eux-mêmes à réfléchir un peu à leur démarche artistique aussi, là, sans qu'ils s'en rendent compte nécessairement. Oui, il y a beaucoup d'accompagnement de ce côté-là aussi. Puis c'est un peu des fois le rôle ingrat, le gestionnaire ou la gestionnaire de projet est là pour structurer l'équipe, mais aussi elle contribue souvent à la réflexion puis au projet de façon créative. Puis à la fin de la journée, tu sais, t'es pas nécessairement crédité pour ça, puis c'est pas grave, mais dans le sens que tu fais beaucoup plus, tu contribues aussi au contenu. Tu sais, nous, on n'est pas comme juste là à gérer aux échéanciers. Exact, exact. On fait partie de la réflexion, puis donc de la création. On fait pas juste animer là, l'espace de brainstorm. Fait il y a ça aussi, des fois, c'est un peu ingrat parce que tu te ramasses aussi dans le rôle de comme faire tout. Puis des fois, tu trouves des solutions créatives à des problèmes. Puis ça fait partie aussi du travail. On contribue à ça aussi. Puis je pense que la gestion de projet, si
tu veux bien faire ça, il faut que tu sois créatif, tu sais. C'est pas juste d'appliquer des outils, c'est de réfléchir comment l'outil pourrait peut-être servir à ça. Et donc, ça veut dire de l'adapter ou envisager peut-être d'autres choses ou essayer des nouvelles affaires aussi beaucoup, là. On a essayé beaucoup de choses. Ça n'a pas toujours fonctionné, mais comme, OK, au moins, on l'a essayé. Ouais, c'est tellement intéressant. Puis, ben, tu le touches un peu, là, mais justement, c'était ma prochaine question. Comment est-ce que... Parce que là, on parle beaucoup de c'est quoi les avantages de la gestion de projet dans un milieu créatif, mais à l'inverse, tu sais, c'est quoi les avantages que la créativité amène à la gestion de projet? Je sais pas si... Ben, tu l'as un peu mentionné aussi avec la résolution de problèmes ou amener des outils plus créatifs pour s'adapter au milieu. Je sais pas s'il y a d'autres choses qui vous viennent en tête, mais je pense qu'il y a clairement des avantages Ben, ça nous à amène à sortir. Ouais. réfléchir notre travail, tu sais, comme le rôle de la gestion de projet carrément. Tu sais, je pense que c'est ce que ça nous amène à faire quand tu es dans un environnement créatif qui est justement pas... qui était peut-être pas organisé de la sorte. Puis, des fois, c'est dangereux de tomber dans on a fait de la gestion de projet, on a les outils, puis c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut aussi être flexible, puis voir aussi les limites. Là. Il y a des limites. Puis aussi, je pense que c'est propre à pas mal toutes les organisations maintenant de moyenne taille là, ou de grande taille. Il y a tellement de réalités différentes. Fait une chargée de projet comme une chargée de projet prod puis une chargée de projet inno, ils ont toutes vraiment des réalités différentes, même si tu veux mettre des processus en place qui soient transversaux parce que tu veux que tout le monde parle le même langage, mais c'est quand même un défi. Puis je pense que là, ça a été une des limites de la gestion de projet. Je pense qu'on n'a pas trouvé des outils qui fonctionnaient pour tout le monde, même si dans l'idée, on se dit que ça va fonctionner, mais sur le terrain, ça ne fonctionne pas. Fait que je pense qu'il y a ça aussi. Là. C'est bien d'être organisé, mais d'être dans des milieux créatifs, ça te fait aussi réaliser que, ben, il y a toujours un peu pas de chaos, mais il y aura toujours un peu d'incertitude puis de flou artistique, puis il faut gérer ça aussi, tu sais. Ouais, il faut embrace un peu Ouais. Ben, c'est un peu ça, le chaos. Là. Des fois, oui. Des fois, c'est chaos. c'est vraiment ça. Tu travailles avec des personnes créatives qui sont souvent habituées de travailler seules ou qui ont des idées auxquelles ils tiennent beaucoup. Ouais. Fait qu'il y a beaucoup d'ego en jeu aussi. Fait que je pense que du côté de la gestion de projet, ça nous amène à essayer d'être plus flexible, puis c'est ça, adapter nos outils, mais aussi comme si tu vois que la personne n'en lâche pas son idée, puis c'est vraiment dans cette direction-là qu'elle veut aller, ben OK, parfait, gars, tu veux le faire, on va le faire, mais comme voici les contraintes qu'on va devoir mettre en place, puis comme où est-ce qu'on va aller couper ailleurs. Fait que c'est nous aussi, là, dans notre organisation, d'essayer d'être un peu plus flexible, être un peu moins strict sur certains aspects, puis de voir qu'est-ce qu'on peut aller toucher. Là. Fait que, mettons, on fait une production, on détermine les budgets d'avance pour le décor, les costumes, l'éclairage, whatever. Puis là, en cours de production, on se rend compte que ben finalement, on va vraiment beaucoup dépasser du budget de tel côté parce qu'il y a telle idée créative pour la scéno qu'on veut absolument faire. Comme, OK, ben fine, qu'est-ce qu'on laisse tomber de bord? Fait que d'essayer d'avoir un peu pas cette négociation-là, mais en quelque sorte, oui, mais sans que ça paraisse comme confrontant. Fait que de jongler avec ça un peu. Moi, je me demandais tout à l'heure, peut-être que c'est un peu, je saute du coq à l'âne, mais je me disais que peut-être nos auditeurs, auditrices, ça pourrait les intéresser. On a parlé de design thinking tout à l'heure. Pour des gens qui ne savent pas c'est quoi la définition, est-ce que tu pourrais juste nous donner ta perception ou ta définition dans tes mots? Oui. Ben, c'est vraiment une approche de design, comme son nom l'indique, qui est centrée sur l'humain. Donc, l'humain il est au cœur de la démarche, puis on va se mettre dans une posture d'empathie pour essayer de trouver des solutions donc, à un problème. Donc, concrètement, si on développe, je vais aller très, très, très basic, là, mais si on veut développer un produit, une application, qui vise à offrir un service qui, donc, est, mettons, je sais pas, on va dire, tu parlais de nutrition, tant. Un truc en lien avec la nutrition, ben, au début du processus, tu vas aller te questionner, ben, c'est qui tes utilisateurs, c'est qui va bénéficier de cette solution-là, puis tu vas, par exemple, mobiliser des démarches des outils comme des personas pour développer des profils types d'usagers, d'utilisateurs, puis
tout au long, ben, en fait, tu vas aller valider ça. Donc, tu vas aller peut-être faire des entrevues, tu vas faire de la recherche pour vraiment comme comprendre c'est quoi le problème. Puis, tout au long de ta démarche, tu vas avoir ça en tête, puis tu vas aller valider rapidement avec des boucles de prototypage, d'expérimentation pour aller tester ce que tu développes. Donc, là, mettons, tu développes ta portion ton application. Ben, tu vas aller rapidement la tester pour voir si ça correspond, ça répond aux besoins de l'utilisateur. Fait que c'est vraiment une démarche qui est centrée sur l'être humain. T'sais, nous, par exemple, on va plus travailler avec euh, par exemple, des artistes qui... On veut développer une nouvelle technologie, par exemple. Ben, on va se dire, bon, c'est quoi le besoin? C'est quoi que les artistes ont besoin? Évidemment, il n'y a pas un type d'artiste. Fait que les artistes sont plus en artistes-chercheurs. Il y en a qui sont plus... ils font de la production. Il y a peut-être des studios, des petits studios de création. Puis là, on va aller tout mapper ça, puis on va se dire, OK, ben comment on peut répondre à leurs besoins, puis développer un outil qui va répondre à leurs besoins, puis vraiment aller dialoguer avec eux pour comprendre c'est quoi qu'ils ont besoin. Fait que c'est vraiment de... Tu sais, je pense qu'en gestion de projet, on le fait un peu. On essaie de comprendre pourquoi on fait ça, c'est quoi la raison d'être d'un projet, mais là, c'est encore plus poussé. Puis on est vraiment à impliquer ces gens-là dans le processus, puis faire des boucles de développement rapide pour vraiment aller rapidement prototyper et tester la solution. Fait que je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on doit appliquer dans tout. Puis, en production, c'est un peu plus difficile à voir, mais en même temps, pas tant, parce que c'est comme des principes encore que tu peux vraiment comme mettre en application. À qui ça s'adresse cet événement-là, pourquoi on le fait, c'est quoi leurs besoins. Peut-être qu'il y a des gens qui ont des besoins d'accessibilité dans le bâtiment. Il y a peut-être, pour accéder au bâtiment, il y a peut-être des gens qui, mettons, c'est un show, il y a peut-être des mesures pour les gens qui ont qui sont très sensibles. C'est niaiseux, mais c'est juste se mettre à la place des autres puis essayer de développer quelque chose pour que ça fonctionne pour le plus grand nombre ou pour les gens qui c'est destiné. Je sais pas si c'était clair. Oui, très clair, merci. Ben, merci pour cette belle discussion. On arrive déjà vers la fin de notre épisode. Peut-être pour finaliser cet épisode-là, auriez-vous un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer dans la gestion de projet prochainement? Ben moi, j'aurais peut-être un conseil pour les gens qui veulent se lancer en gestion de projet en événementiel. Je pense que moi, quand je me suis inscrite à la maîtrise, on m'a dit que ça serait vraiment difficile de trouver une job là-dedans, que c'est pas un domaine qui est facile, qu'il n'y a pas vraiment d'opportunités d'emploi. Mais moi, en fait, j'encourage vraiment le monde qui veut faire ça à foncer, puis à rechercher, puis à surtout ne pas abandonner. Fait que moi, j'ai réussi à trouver mon emploi à la SAT quand j'étais en recherche de stage à force d'envoyer plein de candidatures spontanées en écrivant à des organisations, en demandant aussi à des chargés de projet ou à des personnes qui font un poste tout autre dans l'entreprise d'avoir simplement une discussion avec eux pour comme en apprendre plus. Puis je pense que juste de s'intéresser au domaine de la gestion de projet ou de s'intéresser au quotidien d'une personne dans une entreprise en ayant des discussions avec, ben ça peut t'ouvrir des portes parce que, tu sais, au final, quand tu envoies ton CV sur papier, tu sais, on ne sait pas vraiment tu ressembles à quoi comme personne, mais si j'ai une discussion avec toi autour d'un café, ben peut-être que ça va me faire penser à une autre entreprise qui cherche quelqu'un, puis je vais peut-être voir en toi un fit que j'aurais pas vu sur papier. Donc, je pense que de vous intéresser, d'approcher les gens, tu sais, on a tout le temps du fun à parler de qu'est-ce qu'on fait aussi. Fait que ça fait toujours plaisir. Bon conseil. Ouais, peut-être, j'irais un peu dans le même sens. Tu sais, parfois, les gens qui ont un certain profil, tu sais, on le mentionne au début, on a tous des profils un peu atypiques, mais je pense que c'est rendu un peu la norme, là. Les gens, maintenant, ils font pas juste un travail dans leur vie, puis ils veulent essayer des choses. Puis je pense que la gestion de projet, c'est vraiment un... Évidemment, considérant que tu as peut-être des études là-dedans, c'est vraiment un domaine qui te permet d'essayer des choses. Puis des fois, on voit pas toutes les opportunités, comme pour le mentionner. Des fois, tu sais pas trop, tu sais, ton profil, il fit dans quoi, ou tu sais pas trop... Tu sais, des fois, c'est très opaque, une organisation. Tu vois pas exactement comment ça fonctionne. Fait que tu peux pas voir aussi où est-ce que tu pourrais contribuer. Fait que je pense que de pas se mettre des limites puis se dire, ben comme, je peux vraiment vendre mon expertise en gestion de projet à n'importe qui. Puis, tu sais, ça peut être soit, justement, le leadership, tu sais, fédérer des équipes puis dire, ben moi, je peux faire ça dans n'importe quel domaine. Ça change absolument rien. Tu sais, au final, ces capacités, ces compétences-là, tu peux les appliquer à tout. Fait que, justement, de ne pas te limiter puis d'essayer de
si tu as quelque chose qui t'intéresse, ben utilise ton bagage en gestion de projet pour le vendre, te vendre, puis dire, ben moi, je suis capable de tout faire, en fait. Puis j'ai l'impression que c'est un peu ça aussi. Les gestionnaires de projet, c'est des gens qui peuvent faire vraiment beaucoup de choses. Puis des fois, les gens ne comprennent pas. Fait que c'est juste d'être assez wise pour te dire, ben OK, dans ce contexte-là, voici ce que je peux vous apporter, puis de vraiment être très comme convaincu de ça, parce que c'est vrai. Tu sais, je pense que c'est des super humains, là. Les gestionnaires de projet, ils peuvent s'adapter puis apprendre. Fait que tu peux toujours faire ce que tu veux. Il faut juste que tu trouves la bonne façon de le présenter. Puis je pense que la gestion de projet, c'est quand même assez solide pour dire, ben j'ai un vaste champ d'expertise, puis je peux vraiment faire plein d'affaires. Des fois, tu rentres par la porte de derrière, puis finalement, ben, tu fais valoir tes skills en gestion de projet, puis le monde fait « Ah, OK, ouais, c'est ça, un chargé de projet, parfait. » Maintenant, tu es rendu productrice sur un gros événement. Tu sais, c'est comme... Je pense qu'il faut juste essayer de toujours faire la promotion de notre métier, puis de vraiment... ouais, de juste y croire que ça peut vraiment changer des choses, puis... ouais. Oui, puis sur une autre note, mettons quelqu'un qui hésiterait à se lancer en gestion de projet, moi, je dirais d'y aller parce que la gestion de projet, au final, c'est une boîte à outils, puis même si tu t'en sers pas, t'as pas l'impression de t'en servir dans le cadre de ta job, bien, au final, ça va peut-être te servir dans ta vie personnelle ou ça va peut-être... dans le fond, ça t'aide à mieux être organisé, en fait. Fait que ça sert partout, la gestion de projet, puis c'est ça qui est le fun, en fait. C'est vraiment adaptable à n'importe quoi. Puis aussi, Tellement. je pense que il faut le dire, là, avec l'IA, puis tous les métiers ultra spécifiques, tu sais, techniques, par exemple, il y a comme quand même une inquiétude à voir disparaître ces postes-là. Mais les postes de gestion, de projet notamment, vont toujours rester parce qu'il va toujours avoir besoin de gens qui vont gérer ces processus-là, IA ou pas, être humain et IA ensemble ou juste IA, je ne sais trop, on ne sait pas où est-ce que ça s'en va, mais je pense qu'il y a aussi ça. Puis je lisais un article, je pense que c'est dans les... je ne sais plus dans quelle revue, mais bref, il parlait de justement les profils polyvalents. Parce que moi, ça a toujours été un truc comme la dichotomie entre essayer d'avoir... être ultra spécialisé dans quelque chose dans mon domaine ou finalement prendre une carrière qui m'amène à toucher un peu à tout. Mais tu sais, t'es jamais heureux, là. Le gazon est toujours plus vert chez le voisin, mais je me disais, merde, là, j'ai l'impression que je suis trop généraliste, puis je fais trop n'importe quoi, puis c'est comme, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, tu sais, finalement? C'est quoi mon expertise, mes compétences? Des fois, en gestion de projet, tu te perds un peu quand tu vois surtout des gens qui sont ultra spécialisés dans des domaines. Nous, on les voit tous les jours, ces gens-là. Fait que, bref, je lisais cet article-là qui disait que, finalement, les gens qui ont des profils vraiment polyvalents, plus généralistes, vont thrive dans les prochaines années parce que c'est des gens comme ça qu'on va chercher. Puis on va mieux s'adapter au bouleversement que l'IA est en train de générer. Fait que je pense que ça aussi... c'est très encourageant pour des gens comme nous, du moins, parce qu'on va pouvoir s'adapter puis vraiment travailler dans différents domaines, mais aussi faire valoir un skill set différent en fonction du travail que tu veux faire ou du domaine dans lequel tu veux travailler. Fait que c'est encourageant pour la suite pour nous, peut-être pas pour tout le monde, mais je pense qu'il y a quand même vraiment des belles opportunités qui vont s'offrir à nous dans le futur. Puis, que ce soit en contexte de crise, parce qu'il faut le dire aussi, un gestionnaire de projet, c'est quelqu'un qui peut gérer des crises. Je pense qu'il y a pas mal de crises à nos portes. Ben, là où la gestionnaire de projet peut vraiment être une ressource intéressante. Fait faut être optimiste. Pour terminer sur une bonne note. Paul, Alexandra, merci beaucoup de votre présence puis de vos partages. C'était vraiment intéressant comme épisode. Donc, un grand merci. Oui, merci à vous. Merci. Un grand merci pour l'invitation. C'était super le fun. Ouais.